Salut tout le monde. Alors c'est un peu inhabituel pour moi de voir autant d'enfants, autant de classes en une fois, mais je trouve ça assez dingue, assez incroyable. Je suis très très content de vous voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dire un petit mot de moi, me présenter vite fait. Et puis après, on vous poserait toutes les questions que vous voulez. Ça marche? On fait comme ça? Alors je m'appelle donc Mathieu Pirlot, j'ai 41 ans, je suis né dans une ville qui s'appelle Charleroi, que vous connaissez peut-être. Et j'ai fait donc ma scolarité là-bas. Et puis, je suis parti à Bruxelles pour faire des études de journalisme. Puis, quand j'ai terminé mes études de journalisme, j'ai fait des études de sciences politiques. Et puis, quand tout ça a été terminé, on m'a fait comprendre qu'il était peut-être temps d'aller bosser. Donc, j'ai travaillé un tout petit peu en librairie. Et puis, à l'époque, celle qui est devenue ma femme, la personne qui est devenue ma femme, était enseignante et elle m'a conseillé de, de travailler dans l'enseignement. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu instituteur primaire pendant une grosse dizaine d'années. Et ensuite, on m'a demandé de rédiger le programme du cours de philosophie et citoyenneté, ce que je suis en train de faire depuis quelques années. Donc voilà, ça c'est mon travail. Je vis à Bruxelles avec ma fille qui a 13 ans, qui s'appelle Camille, et mon chat. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur moi pour le moment. Donc voilà, j'attends vos questions. Je suis prêt. Une question de pirate. Bonjour monsieur, je m'appelle Ryan. Salut Ça vous a Ryan. pris combien de temps pour écrire tout ce livre? Alors, pour écrire Lino, euh, alors c'est très compliqué pour moi de répondre à la question, mais je vais essayer de répondre, d'accord? Si j'ai pas répondu, tu me dis t'as pas répondu à la question et je recommence. Ça marche? On fait comme ça? Ok. Alors, ce qui est difficile pour estimer le temps d'écriture d'un livre, c'est que il y a le moment où on écrit vraiment, où je suis devant mon ordinateur en train d'écrire le livre, et puis il y a tous les moments où je pense au livre, où j'imagine les personnages, comment ils vont s'appeler, qu'est-ce qu'ils vont se raconter, qu'est-ce qui va leur arriver. Et ça, c'est toujours difficile d'estimer ce temps-là. Tu vois, par exemple, quand je suis dans le métro, quand je marche dans la rue, quand je vide le lave-vaisselle, quand j'allais chercher ma fille à l'école, quand tu vois tous ces moments-là, ben, je pense à mes livres, je pense aux personnages, j'essaie tu vois, d'imaginer comment ils pourraient interagir. Alors du coup, après, il y a les moments où j'écris vraiment, où je suis vraiment en train d'écrire. Et si je mets tout ça bout à bout, moi, je sais qu'en ce qui me concerne, je mets à peu près 1 an pour écrire un livre. Mais en fait, je mets un petit peu moins, mais on va dire 1 an. Bonjour. Salut, tu t'appelles Euh, comment? Salut, je m'appelle Colin. Salut Colin. Pourquoi le livre est en noir et en blanc? Alors ça, je vais te dire, en fait, Noir il et faudrait blanc. presque poser la question à mon éditrice. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, il ne devait pas y avoir d'illustration dans le livre. C'était un roman comme j'en ai écrit d'autres, comme ceci par exemple. Hop, l'amour c'est n'importe quoi. Dedans, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'illustration. D'accord? Ça devait être un petit roman comme ça, Lino. Mais je sais pas pourquoi j'avais envie. Je sais pas si tu connais Ariol. Tu connais Ariol? La bande Oui, dessinée? oui, j'adore Ah Ariel. bah moi aussi j'adore Ariol. Oui, Je sais pas. Et le petit Nicolas, ça te dit quelque Conan. chose? Tu connais le petit Nicolas? Non, ça te dit rien? Euh, Non. Bah, en fait, non. tu vois, quand j'ai écrit Lino, je pensais quand même un petit peu à ces deux séries-là, que ce soit Ariel ou Le Petit Nicolas. Et donc, dans ma tête, j'avais envie d'illustration. Et donc, quand j'ai eu terminé le texte de Lino, j'ai demandé à l'éditeur, voilà, je dis, j'aimerais qu'il y ait des illustrations. Euh, et donc, voilà. Donc, il a accepté de mettre des illustrations, mais comme c'était pas un album, il fallait que les illustrations soient en noir et blanc. Bonjour, je m'appelle Najla. Pourquoi avez-vous écrit beaucoup d'histoires dans un seul livre? Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, alors, de nouveau, comme je pensais Ah, je sais pas. En fait, j'avais jamais réfléchi à ça avant. Donc attends, il faut du coup que je réfléchisse avant de te répondre. Pourquoi j'ai écrit plusieurs histoires? D'abord, je crois que ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit une histoire. J'ai écrit, la première que j'ai écrite, je crois que c'était La pierre précieuse. Vous la connaissez cette histoire, La pierre précieuse? Oui. Donc c'est l'histoire où John arrive avec une pierre qui est donc de la malachite. Et puis il y a toute une histoire, il la perd, enfin, il croit qu'on l'a volée. Vous voyez, vous l'avez lu ou pas? Ça vous dit quelque chose? Ok. Donc ça, c'est la première que j'ai écrite. Et donc, du coup, c'était trop court pour faire un livre. Et je me suis dit, tiens, là, il se passe quelque chose. J'ai une petite bande de personnages. Et je vais pouvoir développer ça sur plusieurs histoires. Et c'est comme ça que j'ai écrit... j'en ai écrit... Alors, attends. J'en ai écrit 5 pour le premier volume. Et puis, dans le deuxième volume de Lino, j'étais un peu plus paresseux, donc j'en ai écrit que 4. Et je vais te dire, en fait, je deviens de plus en plus paresseux parce que dans le troisième, il n'y aura que 3 histoires. Mais elles sont plus longues.
Lino, est-ce que c'est vous quand vous étiez petit? On m'avait jamais posé cette question-là non plus. Alors, est-ce que c'est moi quand j'étais petit, Lino? Alors, je dirais non, je dirais pas ça. Parce que dans le deuxième Lino, dans le jaune, il y a dans le premier, il n'y a pas le papa et la maman de Lino, mais dans le deuxième, il y a le papa et la maman de Lino. Et le papa de Lino, c'est plutôt moi. Lino, c'est pas vraiment moi. Euh, Alors, je vais essayer de t'expliquer comment j'ai construit les personnages, d'accord? En fait, en fait, Lino, c'est le personnage qui me permet de parler de tous les autres personnages qui est autour. D'accord? Tu sais qu'il y a plein d'autres personnages autour. Il y a John John, il y a Fatou, il y a Tulip, il y a Nadia et il y a Youssef. Tu vois les autres personnages autour de Lino? Eh ben, Lino, en fait, il me permet de parler des autres personnages. Donc, en fait, j'ai pas tellement pensé à Lino au début. Quand j'ai commencé à écrire les histoires, c'était juste le personnage central qui me permettait de parler de tous les autres personnages autour. Mais après, quand j'ai continué à écrire des histoires, le personnage de Lino a commencé à m'intéresser. Donc j'ai commencé à le développer. Mais je dirais pas que c'est moi. Je sais pas très bien qui c'est, je t'avoue. Il me ressemble un petit peu, mais je dirais pas que c'est moi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Pas tellement. Oui ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ça va alors, je suis rassuré. Oui. Ah oui, c'était pas facile. C'était pas une question facile. Y Euh, a-t-il une morale à vos histoires? alors, surtout pas. Donc, quand j'écris des livres, je suis ni éducateur ni enseignant. Donc, j'ai pas du tout la volonté ni l'ambition de transmettre une morale ou des valeurs ou quoi que ce soit. Moi, j'écris une histoire, j'essaie de décrire du quotidien, j'essaie de créer du réel, comme j'essaie de l'expliquer parfois. Mais une morale, non, il n'y a pas de morale à tirer. En fait, ce sont des enfants, il leur arrive des choses, c'est une histoire que je raconte, mais non, il n'y a pas de morale, non, non. Je suis même assez, si on me demandait mon avis, je suis même assez contre l'idée qu'il y ait des morales dans la littérature de jeunesse. Elle doit plutôt être immorale, si possible. Ce Ah, serait intéressant de savoir si vous y avez vu une morale, ou si vous avez trouvé ça complètement immoral. ah, ils ont cherché Mhm. parce qu'ils travaillent les fables, mais non. Ah bah vous me rassurez. Salut. Alors, Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir les prénoms Fatou, Lino et John John? Alors, la question des prénoms, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que quand j'écris sur un personnage, je n'arrive pas à écrire sur lui tant que je ne sais pas comment il s'appelle. D'accord? Donc, il faut que le personnage, quand je le crée dans ma tête, il faut qu'il ait un prénom parce qu'avec ce prénom, je vais savoir comment il parle, comment il est physiquement, ses vêtements, ce qu'il aime. Il faut qu'il ait un prénom. Ça, c'est vraiment très très important pour moi. Et dans mon bureau, j'ai la chance d'avoir un bureau à la maison, de travailler dans mon bureau. En face de mon bureau, j'ai un petit papier comme ça, petite feuille sur lequel je note plein, 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 plein de prénoms. C'est aussi pour ça que je vous demande vos prénoms, parce que j'ai besoin d'entendre des prénoms aujourd'hui, quels sont les prénoms qui sont régulièrement utilisés, par exemple. Et donc j'aime bien chercher des prénoms pour mes personnages, et j'aime que le prénom corresponde parfaitement au caractère du personnage. Du coup, Lino, c'était peut-être le plus compliqué à trouver parce que je savais pas très bien comment l'appeler ce personnage au départ. Il devait même s'appeler Nino au départ. Et puis finalement, je trouvais que Lino, ça sonnait bien. En revanche, John John, bon, vous avez lu un peu des histoires de John John, vous avez vu un peu quel style de personnage c'est, hein, d'accord? Ouais. Alors, chez les enseignants, moi j'ai été enseignant longtemps, chez les enseignants, ce type d'enfants-là, on les appelle les attachants. Parce qu'ils sont à la fois attachants et à la fois un peu chiants. Vous voyez? Donc c'est ceux qui sont un peu pénibles mais qu'on aime beaucoup. Et donc voilà, je voulais créer un personnage comme ça. Et, et j'ai cherché longtemps un prénom qui sortait un peu de l'ordinaire quand même. Euh, et je me suis rappelé d'un un garçon avec lequel j'ai fait mes études de journalisme et qui s'appelait John John. Et je me suis dit, mais ça c'est parfait, John John. Ça lui va super bien. Et concernant Tulip, je cherchais un prénom aussi original, mais plutôt... c'est difficile à vous faire comprendre, mais dans certaines ces écoles un peu de Bruxelles, un peu de certaines communes, style Boisfort, XL, Woluwe, on a des enfants qui ont parfois des prénoms un peu spéciaux. Et je cherchais un prénom comme ça. Et je me suis rappelé d'un texte de Romain Gary qui s'appelle Tulip, qui en fait est un garçon dans l'histoire qui s'appelle Tulip. Mais je me suis dit qu'une fille, une petite fille, aurait pu s'appeler Tulip aujourd'hui. Donc voilà. Mais je crois que je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu d'enfant qui s'appelait réellement Tulip, par contre.
je connais des jacinthes, je connais des roses, mais tulipes, marguerite. Mais je connais pas tulipe, ni de pâquerette d'ailleurs. Mais ça sonnait mieux tulipe que pâquerette. Bonjour, est-ce que Camille est-elle un personnage de l'histoire? Est-ce que c'est Tulipe ou Nadia? Camille, c'est ma fille. Tu savais? Ah, tu le savais, ok. Alors Camille, c'est ni Nadia, ni Tulipe, mais par contre, elle m'a beaucoup inspiré à écrire pour les histoires de Lino, parce que quand elle était plus petite, donc maintenant elle est en première secondaire, donc elle me raconte moins de choses, tu vois. Mais quand elle était en primaire, comme vous, elle me racontait les choses qui lui étaient arrivées dans sa journée, si tu veux, et ça m'a beaucoup, ça m'inspirait beaucoup. Donc elle est pas vraiment un personnage à proprement parler, mais elle a influencé l'écriture des textes, notamment dans le deuxième Lino, dans le jaune, il y a une histoire sur un saule pleureur dans la cour, qu'il est question de couper. Et ça, c'est une histoire qui est vraiment arrivée dans l'école de ma fille, qu'elle m'a racontée. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne base d'histoire. Les soirées pyjama, par exemple, enfin, ça c'est dans les suivants, mais j'ai fait une histoire sur une soirée pyjama, des choses comme ça, tu vois, c'est des choses que j'ai vécues avec ma fille, forcément. Voilà, je sais pas très bien t'en dire plus, quoi. Voilà, elle est pas vraiment incarnée par un personnage féminin dans Lino, mais elle est très présente. Alors, pour te dire aussi des choses sur ma fille, c'est que c'est elle qui relit, c'est toujours la première lectrice de mes histoires. Donc quand j'écris une histoire, c'est toujours la première à la lire, même quand elle n'est pas terminée. Et donc elle me donne son avis, et généralement elle a la dent assez dure. Donc elle dit c'est chiant, on comprend rien, voilà. Et donc elle me force un peu à retravailler ça. Parfois, tu vois, elle me dit ouais, c'est pas mal. Et donc je sais que c'est pas encore top, donc il faut que je retravaille mon histoire. Mais c'est ma première lectrice. Voilà. Et comment tu connais le prénom de ma fille? Parce que sur le livre aussi, derrière, au début, c'était écrit Camille, inspiration, comme ça aussi. Ah oui, mais Après, j'avais oublié, c'est vrai, j'avais oublié que c'est vrai que généralement je dédicace mes livres à ma fille, parce que comme c'est elle qui me lit, voilà. Mais c'est vrai que je fais référence au fait qu'elle m'ait inspiré, c'est vrai. Bah voilà, tu vois, tu me le rappelles, je l'avais complètement oublié. Merci. Bonjour, y aura-t-il d'autres suites de Lino? Alors, donc j'ai terminé d'écrire le troisième Lino. Donc en fait, je sais pas, je les ai pas pris ici, ils sont dans mon sac, j'aurais dû les prendre. Mais donc vous voyez peut-être, il y a donc celui-ci qui est le premier, d'accord, le premier Lino. Et puis il y a celui-ci qui est le deuxième Lino, d'accord. Oh ouais. Et le troisième, j'ai terminé de l'écrire en fait en janvier, et il paraîtra en janvier de l'année prochaine. Il faut encore qu'on travaille un petit peu le texte avec mon éditrice, il faut encore que Baptiste fasse les illustrations, etc. Et donc le Lino numéro 3, il paraîtra en janvier. Mais oui, il y a d'autres histoires de Lino. Ouais. Bonjour, je m'appelle Marilou et ma question, est-ce que vous avez de l'aide pour écrire vos livres? Alors, on peut considérer que j'ai de l'aide dans le sens où... Alors, j'ai 3 personnes qui m'aident à écrire mes livres. J'ai ma fille, vu que c'est elle qui va lire mes histoires et donc me donner son avis, d'accord. Et puis parfois elle me donne des idées. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne qui va m'aider, c'est mon éditrice, donc qui est la personne avec laquelle je vais discuter, à qui je vais envoyer les textes quand ils sont terminés, et qui va me donner son avis. Et j'ai une troisième personne qui travaille avec moi depuis quelques mois, c'est mon agente, qui s'appelle Agathe, et elle aussi, elle lit mes textes et elle me donne son avis sur les textes. On ne peut pas vraiment dire qu'ils écrivent pas à ma place, tu vois, ces personnes n'écrivent pas à ma place, mais elles me permettent de discuter du texte qui est en cours, que je suis en train d'écrire, et donc dans ce sens-là, oui, ça m'aide. Bonjour, je m'appelle Jamison. Auriez-vous aimé être dans la classe de Lino? Alors, tu me permets de réfléchir 2 secondes à ta question qui est intéressante et un peu compliquée pour moi. Tu veux bien? Oui. C'est difficile parce que quand j'imagine la classe de Lino, en fait, je m'imagine plus comme l'instituteur de la classe que comme un élève de la classe, si tu veux. Dans la classe, hein, je parle. Quand je parle des personnages, c'est différent.
Mais quand quand je vois la classe, je me vois plus observer les enfants en tant qu'instituteur qu'en tant qu'enfant, bizarrement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Maintenant, elle est difficile ta question. J'ai besoin de réfléchir. Je sais pas répondre. Je saurais pas te dire parce que j'ai du mal à m'imaginer dans la classe parce que quand même même si je me mets à la place des enfants quand j'écris, je reste un adulte et donc j'ai plutôt quand j'observe les enfants dans la classe, je les observe en tant qu'adulte. Quand ils se parlent entre eux, alors à ce moment-là, je me considère plus comme un enfant. Mais quand dans la classe, voilà. J'étais tellement longtemps instituteur que je crois que j'ai une vision d'enseignant de la classe. Mais j'ai connu plein d'élèves comme ça, tu vois. J'ai connu les élèves qui sont dans la classe de Lino, que ça soit John, Tulip, Nadia, Fatou, Youssef, mais aussi il y a Andrés, il y a Vikash, il y a Robin, il y a plein d'autres personnages. Ça, c'est des enfants que j'ai connus aussi quand j'étais enfant, forcément, quoi. Donc, voilà, je m'inspire aussi des moments où j'étais enfant, forcément. Prince Baudouin, est-ce que vous êtes prêt à poser une question? Bonjour. Vous savez que j'étais enseignant à Prince Baudouin, moi. Ah d'accord, donc ça vous rappelle des souvenirs alors? Oui. Pourquoi avez-vous choisi Lino comme personnage principal? Alors, je vais essayer d'expliquer, j'ai essayé de compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si c'est trop complexe, ce que je raconte, vous m'arrêtez et j'essaie de le reformuler. Ça marche? On fait comme ça? Ok. Donc, quand j'ai commencé à écrire Lino, les histoires de Lino, j'ai commencé par créer en fait tous les personnages autour de Lino. Donc d'abord, j'ai imaginé John. Ça, c'est le premier personnage que j'ai imaginé dans ma tête, c'est l'idée de vouloir travailler un personnage comme celui de John. Et puis celui de Youssef m'intéressait beaucoup. Et puis j'ai créé Nadia, Tulip assez vite, Tulip avant Nadia d'ailleurs, et puis Robin, et puis des personnages comme ça. Et comme je voulais écrire les histoires de ces personnages-là à la première personne ça veut dire qu'on parle en jeu, d'accord? Comme je voulais les écrire en jeu, il me fallait un personnage qui soit au milieu de ces personnages-là et puis qui raconte ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas quand je dis ça? Oui. Okay. Et donc en fait, Lino a été imaginé pour pouvoir parler au début, pour pouvoir parler de John, de Nadia, de Tulip, de Youssef, machin, etc. Et donc au départ, Lino, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une coquille vide. C'est-à-dire que c'est un personnage à qui n'arrive pas grand-chose, mais qui est là pour raconter ce qui arrive aux autres. Ça, c'était l'intention de départ. J'ai même réfléchi à un moment donné à utiliser un procédé qu'un auteur assez connu qui s'appelle Daniel Pennac a utilisé dans une série qui s'appelle Camo. Et dans Camo, la série s'appelle Camo. Le personnage principal de la série, c'est Camo, mais le personnage qui raconte toutes les histoires est un autre personnage que Camo. C'est un truc qu'on retrouve chez Conan Doyle dans les Sherlock Holmes aussi, par exemple. Donc en fait, on a un personnage qui raconte l'histoire du héros, si vous voulez. Et donc j'ai hésité à un moment donné à partir comme ça, et puis finalement je me suis dit non, il faut vraiment parler à la première personne, il faut que ça soit très clair, et donc j'ai créé ce personnage de Lino. Et puis au fur et à mesure, au début ce personnage de Lino n'était pas très épais, il était un peu creux, et au fur et à mesure des histoires, je lui ai créé des sentiments, une personnalité, et puis à un moment donné, au fur et à mesure, il y a ses parents qui arrivent, il y a des choses comme ça. Mais ça a été vraiment au fur et à mesure des histoires, quelque part, quoi. Donc voilà, donc Lino a été créé un peu par défaut au départ, et puis finalement, maintenant, c'est devenu réellement le personnage principal. Même si le plus marrant, ça reste John, pour écrire. J'adore John. D'ailleurs, j'ai même remarqué dans une question qu'on m'a communiquée, on m'a fait remarquer, je n'avais jamais fait attention, on m'a fait remarquer que dans le premier Lino, je pense, les illustrations de départ mettent quasiment toujours en scène John. Parce qu'en fait, ça reste clairement le personnage le plus marrant. Pour moi, hein. C'est le plus chouette à manipuler, j'ai envie de dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Oui et non. Si, on a vu toutes les images qui ouvrent les histoires, le premier chapitre, et on avait vu John était un personnage important. En fait, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça, parce que j'y ai pensé, quand j'ai lu la question, j'y ai repensé. Ce qui s'est passé, c'est que
Donc je travaille pour les Lino, je travaille avec un illustrateur qui s'appelle Baptiste Amsalem, qui est un copain que je connais depuis très longtemps, parce qu'on avait fait un album ensemble qui s'appelle Jamais Content, qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, hop, je vais me pencher. Qui est là, voilà. Ça, c'est un album qu'on avait fait tous les deux, et on s'était bien entendus. Et donc du coup, on avait envie de retravailler ensemble. Et quand j'ai fait les Lino, quand j'ai écrit les Lino et que j'ai pensé aux illustrations, je me suis dit, ce serait chouette de travailler avec Baptiste. Et donc, on s'était mis d'accord, Baptiste et moi, pour une série d'illustrations dans le texte. Et puis, juste avant la parution, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas ce qu'on appelait des cabochons. On n'avait pas de petites illustrations pour mettre en dessous des titres des histoires. Et comme on était un peu pressé, c'est la directrice artistique de l'école des loisirs qui a sélectionné dans les images, dans les dessins de Baptiste qui existaient, qui a sélectionné un élément qu'on a repris sur les pages titres. Pour le second, pour le jaune, le lino jaune, là on avait fixé avec Baptiste des images intérieures et des images titres, si vous voulez. Donc voilà. Et donc c'est que la directrice artistique, qui s'appelle Laure Chapuis d'ailleurs, a estimé que elle-même, je pense, a dû percevoir que le personnage principal des histoires, principal, le plus marrant restait John. Et donc même dans les illustrations, c'est quand même toujours lui qui ressort, quoi. En fait, John, c'est le personnage le plus fort en fait des histoires. D'ailleurs, je dois même faire attention pour tout vous dire, parce que j'ai toujours tendance à faire tourner l'histoire autour de lui. Et donc parfois il écrase, quelque part, quand j'écris, il écrase les autres personnages. Il est trop présent. Donc je dois faire un peu attention. Une question au rapport, en disant pourquoi c'était ce titre-là, et justement alors pourquoi Lino et pas John, et pourquoi il était si court. Alors parce qu'à la base, en fait, je sais pas que quand j'écris Lino, je ne sais pas que John va prendre autant de place. Je sais pas prévu en fait. C'est juste au fur et à mesure des histoires, je me rends compte qu'il prend de plus en plus de place. Et effectivement, peut-être que j'aurais pu appeler ça John et les autres, mais c'était. Alors ça aurait voulu. C'est pas français ce que je veux dire. Si j'avais fait ça, j'aurais dû parler à la première personne en tant que John. Et donc ça m'aurait pas permis d'écrire aussi facilement sur ce personnage-là. Donc Lino me permet de raconter les histoires de John, si vous voulez, pour faire court. Donc voilà, donc ça reste Lino et les autres. Ça reste le personnage principal. Mais c'est vrai que pour Camo, Penac a fait l'inverse. Mais Penac il est plus doué que moi. Il est plus fort. Et pourquoi c'est si court, les histoires ou le livre ? Il disait juste le titre. Ah, Lino et les autres. Ouais. En fait, au départ, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait Lino et les autres. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé à, je sais pas, un titre, je sais plus. Ça me paraissait bien comme titre. Et c'était pas du tout prévu que j'en fasse un second à la base. Il devait y en avoir qu'un. Et puis à l'école des loisirs, ils m'ont dit « Ah, ce serait chouette que tu en fasses un autre ». Et je me suis retrouvé un peu coincé avec ce Lino dans le titre, parce que du coup, ça donnait le titre d'une série, et il fallait que je remette chaque fois Lino dans le titre. Donc le deuxième, c'était facile, je l'appelais encore Lino. Et en fait, là, je dois trouver le titre du troisième, et je ne trouve pas de titre du troisième. Je n'ai pas de titre, en fait. Donc pour le moment, il s'appelle Lino 3. Et voilà. Et j'ai pas de titre. Donc je suis un peu embêté. Parce qu'il faut que je mette Lino dans le titre, mais je ne sais pas comment je vais faire. Je ne vais pas l'appeler encore Lino, quoi. Toujours Lino. Lino et John, ouais. Lino, John et les autres, alors, je sais pas. Donc voilà, je réfléchis encore par rapport à ça. Si vous avez des idées, je suis preneur. Bonjour, je m'appelle Albertine et la question c'est avez-vous des livres que vous n'avez pas montrés, en fait des livres secrets? Attends. Attends. Des livres secrets, qu'est-ce que tu entends? Des livres que j'ai écrits et que je n'ai jamais publiés? Ou des livres que j'ai écrits et qu'on ne voit pas? Des livres que vous avez écrits mais vous n'avez jamais montré à personne. Oui, il doit y en avoir, mais j'ai pas le souvenir parce que ça fait quand même quelques années maintenant que quand j'écris, généralement, je pense à la publication. Mais oui, quand j'étais plus jeune, je pense que j'ai dû écrire un ou deux textes assez nuls que j'ai jamais montré à personne. Mais je n'ai pas l'intention de les montrer aujourd'hui. Tu comprends? Ils étaient tellement... S'ils sont mauvais, ils sont mauvais, quoi, tu vois. Mais oui, ça a dû arriver, oui. Quand j'ai commencé à écrire, Donc en fait, j'ai commencé à écrire. À la base, j'écrivais des scénarios de bande dessinée. Donc j'ai fait trois bandes dessinées. 3 bandes dessinées, ouais. Et puis j'ai commencé à écrire... j'ai écrit un roman pour adultes.
Et ensuite, j'ai commencé à écrire pour la jeunesse. Mais entre cette période-là, j'ai essayé d'écrire des nouvelles, des débuts de romans, etc. Mais c'était vraiment très très mauvais. Donc voilà. Et je pense que il n'en reste rien parce que j'ai changé d'ordinateur il y a quelques années et j'en ai profité pour définitivement jeter et détruire mes textes un peu honteux que je trouvais un peu nuls. Bonjour, je m'appelle Adam. Est-ce que la grippe de John John fait allusion au Covid ou est-ce une coïncidence? Alors c'est une totale coïncidence. Mais c'est marrant parce que j'y ai pensé. Je vais t'expliquer. En fait, ce qui est comique, c'est que dans l'histoire de la grippe, ça s'appelle la grippe? Oui, ça s'appelle la grippe, oui. Je sais plus. Ça s'appelle la grippe? Oui, voilà, j'ai oublié. C'est pour ça que j'ai oublié le titre. On parle du gel pour les mains, etc. dans la classe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On parle du fait qu'il y a une forme d'épidémie, machin, etc. Et en fait, ça arrivait quand j'étais enseignant, mais ça arrivait avec des gastro, avec la gastro-entérite. Et donc, quand il y avait des épidémies de gastro, on avait du gel pour les mains, on forçait les enfants à se laver les mains, machin, etc. Ce qu'on fait maintenant avec le Covid. Et donc, moi, ce que j'ai décrit, c'est plutôt une gastro, plutôt que le Covid. Et là, en l'occurrence, il y a une grippe aussi. On va dire que c'est une grippe intestinale pour faire court. Mais non, c'était pas du tout inspiré, ça a été écrit bien, bien avant le Covid. En fait, le livre a été écrit quelques mois avant le Covid, oui, je dirais 6-8 mois avant le Covid, et il est sorti le 13 mars. Et le 13 mars, c'est le jour où on a été confinés. Donc voilà, c'est un hasard. Les deux livres, les deux linos sont sortis la veille de confinement. Chaque fois. Donc là, il y en a un troisième qui sort en janvier, préparez-vous. Bonjour, je m'appelle Rita. Aimiez-vous l'école quand vous étiez petit? En fait, je la détestais pas. Donc, en fait, tu sais quoi, je me rends compte quand tu me poses la question que c'est une question que je me posais même pas si j'aimais ou pas. C'était normal pour moi d'aller à l'école. Alors, ma maman est institutrice. Donc voilà, peut-être que ça joue, tu vois. Mais j'allais à l'école et je me posais pas tellement de questions. En fait, je me demandais pas si c'était chouette ou pas l'école, j'allais juste à l'école. J'allais dans une école à Charleroi, j'avais plein de copains, c'était chouette. J'ai eu des chouettes instits, des moins chouettes instits. Mais je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était naturel d'aller à l'école. Or, c'est pas tellement naturel pour aller à l'école, mais je me posais pas du tout la question. Par contre, je n'ai jamais été mal à l'école. Je me suis jamais senti mal dans une classe ou à l'école ou dans la cour. C'était mon élément, si tu veux. C'était ma vie, quoi. Merci. Je t'en prie. Par contre, j'ai adoré être enseignant. Quand j'étais enseignant, j'ai adoré ce métier. Bonjour, je m'appelle Noussaïba. Est-ce que vous avez fait combien de livres? Alors, je pense une grosse dizaine. Donc si je compte tous les bandes dessinées, le livre pour adultes, les albums, les romans pour la jeunesse, je dois être entre 10 et 15. Mais c'est toujours un peu compliqué parce que quand je compte, parfois j'en oublie. Alors j'en ai pas écrit beaucoup, mais ça m'arrive d'en oublier. Et en fait, il y a aussi des livres qui sont écrits, qui sont pas encore parus. Et en fait, je me dis, je les compte dans ma tête. Mais en fait, par exemple, j'ai un livre qui doit paraître en septembre, qui est terminé. J'ai un texte en cours. Il y a le lino qui arrive en janvier. Donc voilà, parfois, si je mets tout bout à bout, on est plus ou moins à une quinzaine de livres. Ce qui n'est pas énorme, hein. Je suis un peu paresseux, moi. J'écris pas beaucoup. Bonjour, je m'appelle Chris Maïla. Avez-vous un rêve dans votre vie? Quand j'étais petit, non, pas quand j'étais petit. Quand j'étais adolescent, je rêvais vraiment d'être auteur. Vraiment, quoi. Je voulais vraiment, ça me faisait vraiment rêver de faire ça. Et donc, quelque part, je pourrais dire que j'ai réalisé mon rêve. J'avais deux rêves, mais pas enfant, hein, d'accord? Petit, j'avais pas tellement de rêves, je crois pas. Faudrait que je réfléchisse, mais je crois pas. Mais par contre, quand j'étais adolescent, au début de l'adolescence, je rêvais d'être écrivain et d'avoir une pièce dans ma maison où je pourrais mettre tous mes livres. Et j'ai les deux, donc j'ai beaucoup de chance. Donc je suis devenu écrivain, moi, je préfère dire auteur, mais on va dire je suis devenu écrivain, et j'ai une pièce dans ma maison dans laquelle il y a tous mes livres.
Donc voilà. Donc je peux dire que j'ai 41 ans et j'ai réalisé 2 rêves. C'est quand même cool ça. Non? Oui, Ouais. Et toi, c'est quoi ton rêve? faire partie du Parlement européen, faire partie du Parlement belge. Oh ouais, c'est génial. C'est super. Bah, je te le souhaite. Merci, merci. Je t'en prie. C'est un beau rêve. Bonjour, je m'appelle Aïcha. Est-ce que vous pourriez écrire mon prénom dans un de vos livres? Alors, je pourrais, mais il faut que tu saches que tu n'es pas la première à me le demander. Donc voilà, il faut que je retienne tous les prénoms. Mais parfois, je les note et je vais noter le tien. Et si j'ai l'occasion, je le ferai. Il faut que tu me l'épelles par contre. Comment tu l'écris? A-I-C-H-A avec 2 points. Dans le I. A-I avec un tréma, c'est H-A. Ah oui, bah oui, ok, d'accord. Ok, c'est noté. Bonjour, je m'appelle Marie. Quel est votre livre préféré? Mon livre préféré en tant que lecteur ou en tant qu'auteur? J'ai pas entendu. Que lecteur? En tant que lecteur, je crois que mon livre préféré en tant que lecteur, c'est un livre qui s'appelle Franny et Zoe. C'est un livre écrit par un auteur américain qui s'appelle Jerome David Salinger, qui a été publié dans les années 60. Et c'est 2 nouvelles sur un frère et une sœur, Franny et Zoe. C'est mon livre préféré. Je l'ai lu plein de fois. J'ai répondu à ta question. Et toi, ton livre préféré, c'est quoi? Pas facile ça, hein? C'est quoi? Les mangas. Les mangas? Ah oui, ok. Comme ma fille. Ma fille aussi, elle lit des mangas. Bonjour, comment trouvez-vous votre inspiration et aussi pour les personnages? Il a répondu à ce moment. J'ai une autre question, ma puce. Pourquoi aimez-vous écrire des livres? Alors, je vais quand même répondre à la question précédente sur l'idée d'inspiration. Alors moi, c'est un truc auquel je crois pas beaucoup, ça, l'inspiration, je veux dire. En fait, je trouve que c'est très surfait, on en fait des montagnes, mais le problème, c'est pas tellement de trouver des idées quand tu écris des bouquins, le problème, c'est de les écrire. Des idées, si vous mettez à votre aise chez vous, tranquillement, dans votre canapé ou dans votre lit, et que vous laissez votre esprit vagabonder, des idées, vous en aurez 10 par jour. Le problème, c'est de transformer une idée en livre. Et là, le problème entre l'idée et le livre, il n'y a que du travail. C'est que du boulot. Donc l'inspiration, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de transformer une idée en un texte. Et ça, c'est pas le moment le plus agréable forcément. Parce que trouver l'idée, c'est toujours le moment le plus chouette. Créer des personnages, par exemple, dans ma tête, créer les rapports qu'ils ont entre eux, comment ils vont s'exprimer, ce qui va leur arriver. Ça, c'est plutôt le côté cool du travail. Et puis le problème, c'est qu'une fois qu'on a imaginé tout ça, qu'on a dans sa tête, c'est plus ou moins clair, il va falloir écrire ça. Il va falloir passer vraiment à l'étape concrète. Et ça, c'est vraiment le moment le plus pénible. Voilà. Moi, je n'éprouve pas énormément de plaisir dans l'écriture, si tu veux tout savoir. C'est un moment qui est assez compliqué pour moi. Je suis assez laborieux. Je suis pas quelqu'un de très doué, donc du coup, il faut que je travaille beaucoup. Et donc, comme je suis assez laborieux et très lent et très, tu vois, j'ai des difficultés en fait à écrire. C'est pas quelque chose de facile pour moi. Donc du coup, c'est pas toujours très très agréable, mais je le fais parce qu'il y a une satisfaction après, un plaisir de l'avoir fait quand c'est fait. Tu sais, il y a des gens qui ont ça avec le sport. En fait, ils veulent pas aller faire du sport, mais ils sont tellement contents d'avoir fait du sport après. Bah, moi, c'est pareil. J'ai pas envie d'écrire, mais je suis très content d'avoir écrit après. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et la deuxième question, c'était quoi? Il y avait une deuxième question? Pourquoi aimez-vous écrire des livres? Ah bah tu vois, j'ai répondu en même temps à la question en fait. J'aime écrire des livres parce que j'aime les avoir écrits si tu veux. Mais j'aime pas tellement les écrire. Je sais pas si c'est très clair, mais... La 3PB de l'IND Willemins demande comment faites-vous pour ne pas faire de fautes d'orthographe? Alors c'est super facile de ne pas faire de fautes d'orthographe parce qu'en fait il y a des gens qui corrigent mes fautes d'orthographe. Donc ça c'est très pratique dans une maison d'édition. Donc moi j'écris le texte et j'essaye de pas faire de fautes d'orthographe, mais en fait la vérité c'est que je m'en fiche de faire des fautes d'orthographe.
tant qu'on comprend ce que j'écris, c'est le plus important. Euh, J'essaie de ne pas en faire parce que comme j'ai été instit, j'accorde de l'importance à ça, mais finalement c'est assez peu important. En tout cas, si un jour vous rédigez une histoire, vous avez envie d'écrire une histoire, l'orthographe c'est le cadet de vos soucis. Hein. D'accord? C'est vraiment la dernière chose à laquelle il faut faire attention. Par contre, quand j'ai terminé d'écrire, en fait, mon éditeur il corrige mon texte. Et puis après, il y a des personnes incroyables dans les maisons d'édition qui sont les correcteurs et les correctrices, et elles vont corriger mon texte. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué de ne pas faire de faute d'orthographe, c'est que le texte va passer entre les mains de 3 correcteurs et correctrices. Et les 3 vont retrouver des fautes. Donc on va avoir, une fois, moi je vais faire attention à ne pas faire de fautes, je vais corriger mes fautes, moi. Maintenant, on a même carrément mon agente qui corrige mon manuscrit parfois, qui retrouve des fautes. Et puis il y a l'éditrice qui corrige et qui retrouve des fautes. Et puis on a 1, 2, 3 correcteurs et correctrices qui corrigent et qui retrouvent encore des fautes. Donc, comment je fais pour ne pas faire de fautes? Ben, j'en fais. Et est-ce que c'est possible de ne pas faire de fautes? Ben non, c'est pas possible. La preuve, c'est qu'il faut 5 personnes pour retrouver des fautes, pour ne plus qu'il y ait de fautes. Ok? Donc l'orthographe, c'est pas ce qui est le plus important, quoi. Aimeriez-vous que Lino et les autres sortent en film ou en dessin animé? Alors, mon banquier te dirait sûrement oui. Moi, non, pas spécialement. Par contre, je pense que il pourrait y avoir une adaptation plutôt en bande dessinée. Mais en film, je vois pas trop. Et en dessin animé, enfin oui, après si on me le propose, je dirais pas non, hein, tu vois. Je suis pas fou non plus. Mais c'est pas une chose à laquelle je pense parce que, alors je vais t'expliquer pourquoi. Enfin non, la réponse que j'allais te donner était une mauvaise réponse. En fait, j'allais te dire, je préférerais quand même que ça reste de l'écrit parce que moi j'aime bien quand même que je fais un peu attention à la manière dont j'écris. J'essaie de faire attention à la manière dont j'écris. Donc j'aimerais bien que ça reste de l'écrit. Donc la BD c'est cool. Mais en même temps, ce qui me plaît le plus dans Lino, c'est écrire des dialogues. Et des dialogues, quelque part, ils pourraient passer à l'oral. Quoique c'est pas la même chose d'écrire à l'oral qu'à l'écrit. Mais là c'est peut-être un peu trop... Mais tu vois, quand j'écris les dialogues, j'essaie de faire en sorte que les dialogues sonnent juste, on ait l'impression que vraiment les gens parlent comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas la même chose. Bah là, je me lance dans une explication un peu fumeuse, mais si tu veux écrire pour quelqu'un si tu écris pour quelqu'un qui va vraiment dire le dialogue, tu vas pas l'écrire de la même manière que si tu l'écris pour être lu. Mais ça, c'est peut-être un peu complexe. Pas terrible comme réponse, ça. Bonjour, pourquoi avez-vous choisi la pierre de malachite et pas une autre? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah ben, en fait, figure-toi que quand j'étais petit, j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui travaillait, j'en suis pas très fier, mais qui travaillait en République démocratique du Congo. Et donc, quand il est revenu en Belgique, c'était une pierre qu'on trouvait beaucoup là-bas, qu'on trouve d'ailleurs toujours beaucoup là-bas. Vous avez vu à quoi ça ressemblait, la malachite? Oui, vous avez vu. C'est une pierre verte, vraiment, on dirait un chewing-gum en fait. Hein. C'est vert comme un chewing-gum. Et donc, il y avait ça chez lui. C'était mon oncle en fait. Et ça m'a toujours fasciné. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par cette pierre, cette couleur, ce vert qui est quand même très vert. Et quand je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment est-ce que j'ai imaginé ce truc-là, mais à un moment donné, ça m'a paru évident que ce serait de la malachite. Et j'aimais bien l'idée que ça soit une pierre pas très connue et que John puisse faire passer ça pour une pierre précieuse. Alors que c'est pas du tout une pierre précieuse. La malachite, c'est un caillou, quoi, si tu veux. C'est pas... Tu vois, donc voilà. Et comme c'est quelque chose que les gens connaissent pas beaucoup, John peut faire passer ça pour une pierre précieuse. Un truc qui revient d'un pays lointain, exotique. Alors qu'en fait, c'est pas du tout une pierre précieuse. Par contre, après, j'ai dû aller voir sur Internet le nom des pierres précieuses parce que je le connaissais pas. Je les connaissais pas. Et je serais incapable de te les citer d'ailleurs. Alors que je crois que Youssef les cite toutes. Mais moi, je les ai oubliées déjà. Mais donc, vous avez vu ce que c'était la malachite du coup? Oui. Ah, c'est bien. Oui. Ça, c'est chouette. J'ai pu permettre à madame de faire une leçon en éveil scientifique, c'est cool. Il y a les 3A de l'IND Willemins, d'Anderlecht aussi, qui demandent pourquoi parlez-vous autant de foot? Est-ce votre passion? Ah, j'adore ça, ouais. Je suis très très fan de foot. Je regarde énormément de foot à la télé. Je joue pas au foot moi, mais j'adore ça, ouais. J'adore le foot.
Est-ce que c'est une passion? Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un, ouais, c'est un, c'est un sport que j'adore, quoi. J'adore ça. Oui, je pourrais dire que je suis passionné de foot, oui. Je vais au stade, je regarde tous les matchs, oui, oui, je suis assez passionné. Bonjour, je m'appelle Zeynep. Ma question c'est avez-vous déjà écrit un livre qui parle de vous? Alors j'écris des livres qui parlent de moi, donc on appelle ça des livres autobiographiques, en grosse partie en tout cas, mais c'est des livres plutôt pour les grands adolescents. Donc j'en ai écrit deux. Il y en a un qui s'appelle En grève, qu'on voit, c'est le livre bleu qui est là. J'ai l'impression d'être Monsieur Météo avec là, ici, ça c'est En grève. Et alors ici, on a Summer Kids, voilà. Et ça, c'est des livres qui parlent de ma propre adolescence, ouais. Donc ça parle de moi. Alors évidemment, j'ai romancé, c'est-à-dire que si je raconte ma vie est pas passionnante, hein, tu vois. J'ai pas une vie extrêmement passionnante, donc si je raconte exactement ce qui s'est passé dans ma vie, personne n'a envie de lire ça. Par contre, j'ai repris des éléments, des décors, des situations de famille, des choses comme ça qui étaient les miennes quand j'étais adolescent pour pouvoir après raconter une histoire qui parlait d'adolescent, quoi, si tu veux. Donc on va dire que le cadre, par exemple, toutes ces histoires-là se passent à Charleroi. C'est pas dit que c'est à Charleroi, mais le décor, c'est Charleroi, c'est cette ville-là. Donc oui, je me sers d'une partie de ma vie pour pouvoir écrire ces romans-là. Et le prochain qui est en cours de rédaction, c'est pareil, ça parlera en partie de choses qui me sont arrivées en tant qu'ado. L'école des Glycines demandait pourquoi Tulipe n'est jamais dans les disputes. Ben, j'en sais rien. Pourquoi Tulipe n'est jamais dans les disputes? Alors, je pense que Tulipe, c'est un personnage un peu particulier. C'est un personnage très solitaire. Pas facile. C'est un personnage qui est assez dur avec les autres. Je ne sais pas encore très bien pourquoi d'ailleurs. Il faudrait que je creuse ça dans peut-être d'autres histoires. D'ailleurs, il y a une histoire dans le prochain qui arrivera, dans le Lino numéro 3, où Tulipe est le personnage central. Et on comprend que c'est quelqu'un qui a un rapport aux autres qui est assez compliqué. Donc, les autres l'aiment beaucoup. C'est une vraie amie, mais c'est quelqu'un qui est toujours un peu en dehors de ce qui se passe. Il y a des gens comme ça qui sont là, mais qui ne sont jamais complètement investis dans la dynamique de groupe, qui sont plus discrets, on va dire. Voilà, c'est quelqu'un de plus discret. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans les disputes. De toute façon, dans les disputes, il y a toujours John et quelqu'un d'autre. Donc voilà. Mais pour compléter, c'est pareil pour Fatou. En fait, Fatou, elle est là, mais tout ce qui l'intéresse, c'est de jouer au foot. En fait, tout ce qui ne concerne pas le foot ne l'intéresse pas. Avez-vous étudié pour devenir un écrivain? Alors, en Belgique et en France, il n'existe pas vraiment d'études pour devenir auteur. Ça existe aux États-Unis, en Angleterre, peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas, mais en Belgique et en France, ça n'existe pas. Moi, j'ai fait des études de journalisme. Je ne suis pas sûr que ça m'ait préparé à être écrivain. Moi, je pense qu'on devient écrivain surtout en lisant, en fait. C'est surtout ça qui... Tu sais, moi, j'ai ma petite théorie qui vaut ce qu'elle vaut et qui est pas géniale, mais moi, je me dis que de toute façon, quand tu es un gros lecteur, quand tu lis beaucoup, moi, j'ai toujours beaucoup lu. Et quand tu lis beaucoup de livres, quand tu es un gros lecteur, il y a toujours, je pense, un moment où tu te dis, tiens, pourquoi pas moi, quand même? Pourquoi j'essayerais pas? Donc, je pense que il n'y a pas d'études pour devenir écrivain. En revanche, être un gros lecteur peut aider. Mais c'est pas vraiment... C'est compliqué parce que ça sous-entendrait le fait que ça s'apprend. Et moi, je pense que ça s'apprend. Mais il y a des gens qui pensent le contraire. Il y a des gens qui disent que ça ne s'apprend pas. Moi, je crois que ça s'apprend. Je pense qu'il y a des techniques que je connais pas d'ailleurs, mais que j'aimerais bien connaître pour écrire plus facilement, pour construire un récit, pour rédiger un dialogue, pour amener un peu de suspense quand il faut, pour retenir une information, la divulguer plus tard. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'intéressent aujourd'hui, qui ne m'intéressaient pas du tout il y a encore 10 ans, et aujourd'hui qui m'intéressent. Et je pense qu'il y a moyen d'apprendre à écrire, ou en tout cas d'apprendre des techniques qui permettent d'écrire. Mais il n'y a pas d'école, si tu veux. Ici, il n'y a pas d'école. Aux États-Unis, oui, ils ont des écoles. Ils ont des cours d'écriture, avec des grands écrivains qui viennent expliquer comment ils font, quoi. Après, si ça t'intéresse, il y a plein d'écrivains qui parlent de
de leur métier, de la manière dont ils écrivent, des enjeux, de ces choses-là, et c'est toujours intéressant de les écouter. Après, moi je me rends compte au fur et à mesure, mais c'est parce que je vieillis, que finalement les écrivains ils racontent quand même toujours la même chose. Mais voilà. Vous êtes parti dans les États-Unis pour apprendre. Moi je suis pas parti aux États-Unis, mais si toi ça t'intéresse, peut-être il faudrait que tu ailles aux États-Unis, ouais. Parce que moi, je vais devenir scientifique, en fait. Ah, bah alors t'as pas besoin d'aller aux États-Unis, alors on a des très bonnes écoles ici en Belgique pour devenir scientifique. Petite Qui se lève, question. Vous venez dans les écoles, comment pour... Oui, oui, je vais. Et il y a moyen d'avoir un mail ou quoi? Parce que si on lit le deuxième tome, ce serait chouette de vous Alors, accueillir à l'école. je sais pas si c'est l'endroit pour parler de ça, mais je vais beaucoup dans les écoles, oui, régulièrement, le vendredi. Et en fait, généralement, les enseignants passent par Objectif Plume, qui est donc le site qui Objectif référence les auteurs belges. Et donc voilà, et tout ça est formidablement bien organisé. Donc oui, effectivement, enfin, je sais pas si c'est l'endroit pour parler de ça, donc Oui. je suis pas très à l'aise tout pour à dire fait. ça ici. Mais... Désolée. Non, il n'y a pas de souci, mais donc voilà. Ok, merci. Cécile Jacquet, elle est formidable, elle répondra à toutes vos questions. Il y a encore une question à l'école 6. Bonjour, je m'appelle Philippe. Ça prend combien de temps pour écrire un livre? Alors, j'ai plus ou moins répondu à la question tout à l'heure, mais c'est difficile du coup à dire, mais généralement, moi, je publie un livre par an. Donc j'estime que plus ou moins ça me prend 6-8 mois, parfois plus. Ça dépend des livres en fait. Tu sais, un album forcément, ben, il y a moins de texte, ça va prendre moins de temps. Donc tu vas penser très longtemps à l'idée, tu vas construire l'album dans ta tête, et puis au moment de le rédiger, ça peut prendre 3 semaines, 2-3 semaines, quoi, si tu veux. D'accord? En revanche, les linos, généralement j'écris ça plus ou moins en 3-4 mois à peu près, 4-5 mois, parce que je suis un peu lent. Mais par contre, mes romans pour ados, je mets 1 an et demi pour les écrire, tu vois. Alors qu'ils ne sont pas beaucoup plus longs, mais je les construis différemment, c'est une autre manière de travailler. Donc voilà, c'est difficile, ça dépend du livre en fait. C'est jamais, je ne décide pas, je ne me dis pas, tiens, voilà, je vais me prendre 6 mois et je vais écrire un livre. Moi, il y a des moments où j'écris pas, par exemple. Ça arrive de moins en moins, c'est de plus en plus rare, mais pendant des années, je pouvais passer 3 mois sans écrire une ligne. Et puis écrire non-stop pendant 3-4 mois. Mais en fait, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que même pendant que je n'écris pas, en fait, dans ma tête, je suis en train d'écrire. C'est Malika Ferjouk, qui est une autrice vraiment fantastique, qui parle de ça, je pense. Elle appelle ça l'écriture debout. L'écriture debout, c'est le fait que les auteurs, en fait, il y a les moments où ils écrivent, où ils sont devant leur ordinateur ou devant leur cahier, où ils écrivent concrètement, où ils font des phrases, d'accord, qui font des paragraphes, qui font des pages, etc. Et puis il y a des moments où en fait ils écrivent mais dans leur tête. Avant de s'endormir, moi avant de m'endormir par exemple. Je pense je te dis quand je vide la vaisselle, quand je fais à manger, quand je vais à la piscine, quand je suis dans le métro. Tout ça c'est des moments où en fait je pense à mon histoire, à mes personnages et donc je suis en train d'écrire à ce moment-là, concrètement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Merci. Ah, vous voulez que je vous montre? Alors, on me demande de montrer un cahier. J'ai des cahiers en fait. Donc, en fait, moi j'écris sur ordinateur, d'accord? Mais j'ai toujours un cahier comme ceci, ouvert devant moi. Il est ouvert. Et quand je suis bloqué, ou quand je pense à une idée, je la note dans mon cahier. Et généralement, je retourne assez rarement dans ce cahier, mais la noter, passer par l'écrit, ça me permet de fixer l'idée dans ma tête, si vous voulez. Là, je peux peut-être montrer... Alors, c'est complètement illisible. Voilà, par exemple, je vous montre une page ici, vous voyez? Ça ressemble à ça. Donc c'est illisible. Hein. Ça, c'est un paragraphe. Voilà, et c'est toujours les mêmes. Je suis complètement monomaniaque, donc c'est les mêmes cahiers que j'achète par 5 ou 6. Et j'écris toujours à l'encre noire. C'est stupide, c'est comme ça. Et alors, vous savez, c'est quoi le plus stupide encore? C'est que je garde les cahiers et je les date. Comme si un jour, quelqu'un allait dire il faut absolument qu'on mette la main sur les archives de Mathieu Pirlot. Alors que en fait, tout le monde s'en fout hein, des archives de Mathieu Pirlot. Vous voyez, il y a du café là, par exemple. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est totalement illisible. Vous voyez, par exemple, ici, il y a des listes de noms, je parlais. Vous voyez, Khalil, Milan, Lou. Vous voyez, c'est des... Voilà, ça ressemble à ça, quoi. À rien, en grosso modo. Hein. Donc, voilà. Ici, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est des notes, vous voyez, Voilà. Et je garde ça dans mon bureau. Ça n'a aucun sens.
Ça prend de la place. Ma fille me dit oui, mais c'est un jour t'es connu. Je dis mais même, tu vois. C'est une espèce de fétichisme un peu des auteurs, je pense, et des carnets. Bah, merci beaucoup en tout cas. C'était étrange et très chouette à la fois d'avoir autant d'élèves devant moi. Vos questions étaient super. J'ai été déstabilisé 2-3 fois. Ça m'arrive rarement, donc c'était vraiment cool. Et je vous dis au revoir. Bonne journée. Vous êtes bientôt en congé, profitez-en. J'imagine que cet après-midi, c'est buffet de bonbons et déguisement. Donc bonne chance aux enseignants. Bonne chance aux enseignants parce que voilà. J'espère que vous avez des boules qui est. Et voilà, reposez-vous bien, amusez-vous bien. Et merci beaucoup. C'était très très chouette. Salut. Salut. Merci. Salut.